Bonjour à tous. Le topo d'aujourd'hui a pour sujet la nationalité en vrai c'est quoi et être français c'est quoi. Pourquoi faire ce sujet dans une série légitimiste fondée sur l'action. Donc c'est des petites conférences que je fais chaque mois pour présenter ce que c'est que le légitimisme et essayer de le tourner vers l'action. Aujourd'hui j'ai choisi ce sujet que je répète. La nationalité en vrai c'est quoi et être français c'est quoi. Évidemment, c'est une question qui peut se poser pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, puisque ce ne serait pas exagéré de dire, malheureusement, que nous traversons une crise de la nationalité, de la patrie, de la nation. Bon. Et la question, c'est savoir ce que c'est. Et parce que j'ai réalisé ces derniers mois que pour un certain nombre de compatriotes, si on peut employer ce mot, ce n'était pas clair. Et ces mots-là sont utilisés à outrance par de nombreuses personnes différentes. Et il faut savoir que depuis la Révolution, tous ces mots sont piégés, puisqu'ils sont à minima utilisés à double entente, et malheureusement assez souvent dans un sens révolutionnaire qui n'est d'une part ni enraciné, et d'autre part pour des fins, on pourrait dire, idéologiques, ou en tout cas révolutionnaires. Donc, l'idée, c'est de faire un peu le tri là-dedans, et fondé sur le problème présent de cette crise massive que traverse la France, qui perd ses repères, qui est perdue, qui est envahie par une population halogène, invasion entre guillemets suscitée par la République elle-même et ses sbires, qui eux-mêmes sont ceux qui détestent le plus la France, mais qui, de façon paradoxale, vont être les plus nationalistes, en évoquant toutes ces marottes républicaines, en parlant de la nation, de la patrie républicaine. Dernièrement, on parle plutôt de valeurs républicaines, sans qu'on sache bien tout ce que c'est. Et voilà. Donc, bon. Le premier constat que j'aimerais poser, c'est que le fait que la question puisse se poser marque déjà une crise très importante. Euh, Normalement, si on était bien dans nos bottes, si on était enraciné, si on savait pourquoi on est là et quelle est notre mission, on n'aurait pas besoin de se poser cette question, ça irait de soi. Le fait de se poser la question, c'est que ça ne va plus de soi. Donc à cause de toutes ces crises que nous connaissons tous, et d'une vie contemporaine qui a vraiment été comme un acide sulfurique qui a rongé toutes les bases d'une part de notre vie commune, mais aussi de notre vie, j'allais dire, française. Donc les campagnes sont vidées, les villages sont désertés, la vie de famille a explosé, il n'y a plus de mariage, le fondement chrétien de notre pays s'étiole pour quasiment disparaître, et il y a tellement de Français, et on en voit qui se reconvertissent d'ailleurs, qui viennent de, j'allais dire, nulle part, qui pour eux c'est un lointain souvenir très vague, s'il y a encore, qui n'ont souvent pas été eux-mêmes baptisés, qui en tout cas n'ont jamais eu d'exemple donc chrétien, et on en est pareil au niveau de la politique. Notre génération, on n'a jamais vu d'exemple de bonne vie politique, j'allais dire, même pas au niveau national, je pense au niveau local. Euh, Vous avez peut-être tous expérimenté ces associations démocratiques qui très vite deviennent des sortes de foires d'empoigne où tout le monde se massacre les uns les autres. Ces, ces ridicules scènes électorales au niveau local qui sont l'occasion de toutes les divisions, etc. etc. Ces démissions dans la famille, que ce soit le père de famille ou la mère de famille, qui ne veulent plus prendre leur charge quand ils les connaissent encore, parce que souvent ils ne les connaissent pas. Et c'est un égoïsme total. Et combien d'enfants sont victimes de ça, sans parler de toute l'histoire des avortements. Bref, donc nous avons, enfin ma génération, j'ai 34 ans, disons, je suis entre deux âges. Et j'ai encore peut-être eu la chance d'avoir quelques structurations, j'ai passé entre quelques gouttes, mais en même temps, il faut bien l'avouer, l'exemple que nous avons eu depuis que nous sommes enfants,
de la vie en société, de l'autorité, d'exercice de l'autorité, de l'autorité, etc., sont malheureusement souvent des contre-exemples. C'est-à-dire qu'à peu près, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais on n'a pas forcément eu l'exemple euh, comme a pu l'avoir d'autres générations. Et donc tout ça, ce n'est plus naturel. Ce que j'aimerais souligner, c'est que le fait de se poser cette question donc montre cette crise. Et par exemple, moi qui suis au Japon ici, c'est assez clair et net. Ces questions-là sur qu'est-ce que c'est qu'être japonais, qu'est-ce que c'est que le Japon, qu'est-ce que c'est que la nature de ce pays, etc. C'est une vieille question qui tourne toujours en rond depuis la fin du 19e siècle. Ce qui montre bien qu'en fait, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et c'est l'occasion pour tout un tas de raisons, pour plein de personnes, d'en fait essayer de tirer la couverture à eux et de se créer artificiellement une patrie imaginaire qui peut être fondée sur des parcelles de vérité, ou sur des parcelles de réalité plutôt, mais au fond qui est recréée. Et c'est le grand danger que nous avons aujourd'hui, entre une droite néo-païenne qui veut revenir à un monde fantasmé qui n'existe pas et surtout qu'il rêve, puisque le monde païen d'autrefois est d'une violence insigne et d'une tristesse terrible, ou que ce soit tout ce qui est socialiste, etc., qui ont créé les révolutionnaires, fondamentalement, qui ont créé une nation ad hoc, qui régénère l'homme, qui est en fait anti-France, et qui se fonde sur tout ce qui n'est pas la France. À ce titre, d'ailleurs, je vous invite à lire, j'allais dire absolument, les deux patries de Jean de Viguerie, qui résume tout à fait la question d'un point de vue historique et qui me semble définitif sur cette question sémantique et sur ce que c'est qu'un vrai patriotisme traditionnellement. Donc, voilà. Donc la question c'est simplement la conclusion de Jean de Viguerie est assez désespérante puisque pour lui c'est fini la France. La France n'existe plus en pratique, elle est tellement étiolée qu'on ne peut plus la récupérer et c'est fini. Bon, est-ce que c'est fini? Non, on peut pas. Non, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Et effectivement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très grand et donc la France telle qu'on l'entend ne peut plus rentrer dans le cadre tel qu'on pouvait l'avoir. Donc il y a d'une part la distinction donc, entre vraie patrie et fausse patrie, vraie nation et fausse nation, tout ça. Bon. Alors, la nationalité, qu'est-ce que c'est en fait? On sait, c'est pas un papier. C'est pas un papier. Le papier, c'est pas un papier issu par la République. Autrefois, on n'avait pas de papier. Et c'est pas le papier qui faisait qu'on était français. Non. Le mot nation vient tout simplement du latin natio et du verbe nascere qui veut dire être né, tout simplement. Donc, étymologiquement, ça ne veut pas dire que ça recouvre toutes les réalités de la nation, mais étymologiquement, ça veut dire fondamentalement être né quelque part, ou dans une famille. Et déjà, il y a les deux là, qui comptent et qui vont rentrer en jeu. Et je trouve que dans l'histoire de la France, pendant très longtemps, on était né quelque part et dans une famille, quelque part qui était en France et dans une famille qui était française. Aujourd'hui, c'est souvent plus le cas. On a des gens qui sont nés en France mais qui ne sont pas d'une famille française. Et on a des gens qui sont nés dans une famille française mais qui ne sont pas nés en France. Ceux-là, on les oublie souvent. Mais moi, par exemple, mes enfants, ils sont tous nés au Japon. Donc, dans le sens étymologique du terme, ils ne sont pas de français. Mais en étant nés d'une famille française, ils sont quand même français. Donc on voit tout de suite que c'est pas si simple que ça et que donc notre histoire humaine particulière à chacun de nous est complexe et qu'on peut avoir plusieurs fidélités quelque part. C'est pas contradictoire. On est issu déjà du croisement de deux familles par définition. Et les histoires personnelles font qu'on est quelque part mais qu'on peut grandir autre part et malheureusement aujourd'hui dans notre pays avec une instabilité chronique, ça arrive très souvent. Pour ce qui est aujourd'hui, en fait, je ne vais pas parler vraiment de la nationalité pour le roi, parce que vous savez, c'est une vraie question. Enfin, c'est pas une vraie question du tout. C'est une question très simple à résoudre. Les rois de France sont français parce qu'ils sont nés dans la famille des rois de France. Donc, Louis de Bourbon, Louis XX des jurés,
est absolument français. Et c'est pas la question de papier, et c'est pas parce que ses ancêtres directs depuis un certain moment ont été rois d'Espagne qui serait espagnol et pas français ou quoi. Ça, c'est une vision complètement moderne qui veut croire que la nationalité, c'est le papier. Non, c'est pas le papier. Évidemment, le papier, c'est complètement artificiel et on peut y mettre ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on y a mis tellement ce qu'on voulait que les nationalistes, qui sont les premiers révolutionnaires, hein, c'est qui a fait la révolution? C'est le Parti national, qui se revendiquait de la nation et qui voulait régénérer la nation en lui créant une constitution, j'allais dire une nouvelle constitution, mais pour eux, il a créé ex nihilo, en niant la réalité de toutes les institutions françaises du Royaume de France euh, telles qu'elles étaient à l'époque, et issues d'une très longue tradition, et donc d'une longue série de sagesse, enfin, d'expérience, qui est une sorte de sagesse que dans l'histoire, s'il vous plaît. Et ben donc ce parti national fait la révolution, décide de régénérer l'homme, et un but des philosophes des Lumières, de la philosophie des Lumières, qui est en fait très obscurantiste, se fonde sur une définition de l'homme qui ne correspond pas du tout à la réalité de sa nature, et veulent créer un homme parfait, en se prenant un peu pour des dieux, sauf que ça fonctionne évidemment pas. Donc petit à petit, de 789, c'est la régénération de la nation, qui marche pas. Donc à 1793, on passe à la régénération de l'homme tout court, et comme ça marche pas du tout non plus, on se rend compte que le plus simple, c'est juste d'éliminer les hommes qui sont trop réfractaires à cette nouvelle définition de l'homme. Donc en particulier, c'est par exemple les Vendéens, c'est les brigands, c'est ce qu'on va appeler les aristocrates. Un aristocrate, de façon basique, c'est n'importe qui n'est pas d'accord avec la République. On n'a pas besoin d'être spécifiquement noble pour être aristocrate à l'époque. Hein, je veux dire, c'est comme aujourd'hui le fasciste, si vous voulez. Hein. Le fasciste, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et n'importe qui est fasciste, tant que... Enfin, je veux dire, tout ennemi potentiel, en tout cas qu'on a envie d'en faire un ennemi, devient fasciste dans la bouche de ceux qui sont au pouvoir de la République. Ça n'a plus aucun sens, hein, puisqu'on sait très bien que le mot fascisme, c'est national-socialisme, donc c'est révolutionnaire. Hein, c'est les nationalistes révolutionnaires plus des socialistes révolutionnaires. Bon, pour être les fascistes, c'est pas forcément les national-socialistes, mais en tout cas, c'est des statolates, ça, il n'y a pas de doute, donc qui divinisent un peu l'État, qui font passer l'État avant tout pour l'État, et qui utilisent la puissance de l'État pour faire leurs choses, qui n'est pas du tout la vision traditionnelle. L'État n'est pas là, n'est pas un dieu, n'est pas là pour être adulé ou utilisé à des fins quelconques. L'État, en fait, on le verra, n'existe pas en tant que tel. Il y a des hommes qui créent un corps politique avec un chef à la tête, qui est traditionnellement en France le roi. Ce corps politique constitué, c'est le royaume de France, avec ses provinces, ses paysages, son histoire et ses personnes. Et tout ce tissu de relations interpersonnelles hiérarchisées et ordonnées crée un corps politique, une réalité politique qui existe en tant que tel et qui est plus que la simple addition de ces individus qui le composent, d'où le fait que, par exemple, on sait très bien que chaque pays a un ange gardien. Par exemple, la France a son ange gardien. Bon, habituellement, on dit que c'est Saint-Michel Archange. Donc, le roi, par exemple, de France, a deux anges gardiens quelque part. Il a son ange gardien personnel en tant que personne individuelle, mais en tant que roi de France et représentant du royaume de France, il a aussi un ange gardien royal, j'allais dire, et qui est là donc pour le bien commun de ce pays. Et normalement, si après l'État, le mot a été est un mot assez moderne et très pratique, mais tellement pratique qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, c'est compliqué, il y a plein de thèses pour savoir ce que c'est que l'État. Enfin, l'État, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est une sorte d'ensemble d'institutions, mais qui ne marche qu'avec des hommes qui sont vivants dedans, et
qui font fonctionner un pays finalement. Donc on voit bien que normalement l'État ne suffit pas, et l'État normalement ne suppose pas non plus forcément euh, euh, l'ordre ou l'ordonnancement. C'est bien le roi qui donne l'ordre, et l'État, c'est toutes les relations des hommes et des institutions qui ont été posées dans le droit, auxquelles le roi, par exemple, doit se soumettre, auxquelles les sujets doivent se soumettre, les ministres doivent se soumettre, parce que les institutions dépassent les hommes, quelque part, quand surtout elles ne sont pas fondées par les hommes, évidemment. Et dans la royauté française, il y avait beaucoup d'institutions qui n'étaient pas fondées par les hommes, à commencer par l'hérédité, enfin, par le roi lui-même, l'hérédité de la position et donc les lois fondamentales du royaume, mais aussi tout un tas de coutumes, plein de choses, etc. La loi de l'Église, la morale, etc. Euh, l'État ne doit pas être divinisé, et l'État n'existe que pour protéger le bien commun, que pour que pour aider au bonheur de son peuple, et ce bonheur-là, en l'occurrence, de façon classique et traditionnelle, ce n'est pas pouvoir jouer aux jeux vidéo comme on veut, ce n'est pas se faire plaisir à longueur de journée, ce n'est pas avoir 25 000 euros de salaire, non, c'est vivre vertueusement. Et la vie vertueuse suppose un certain nombre de conditions matérielles, parce que quand c'est la misère, c'est compliqué d'avoir une vie vertueuse, c'est possible, mais c'est compliqué, il faut avoir une sacrée volonté, et souvent la misère accentue le vice, puisque il peut y avoir du découragement, de l'abattement, parce que si on n'est pas en forme, on peut pas, enfin, si on mange pas assez, on peut pas avoir la maîtrise de toutes ses capacités, etc. Donc voilà, donc la vie vertueuse nécessite une certaine vie économique, politique, je veux dire économique, et une certaine aisance matérielle, mais en même temps, elle suppose aussi euh, euh, un empêchement, ou en tout cas un frein à tous les abus qu'on voit aujourd'hui de ce qu'on pourrait résumer dans du pain et des jeux. Hein, on n'est pas juste des animaux passez-moi l'expression, bouffons, et se vautront dans les plaisirs. Sinon, sinon on ne vaut pas mieux que les animaux. Et évidemment, c'est pas ça la réalité politique au départ. Bon. Donc, revenons à la nationalité. Donc, je ne parlerai pas de la nationalité du roi, qui est évidemment français. Je parlerai donc de ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui être français. Parce que, au fond, c'est ça la question, et c'est ça qu'on a envie de savoir. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que dans la longue histoire, il y a eu quelque chose d'exceptionnel en France. C'est que, on peut dire que pendant à peu près facilement 1000 ans, et même à des endroits plus, beaucoup plus, on peut le dire, il y a eu une sorte de stabilité de la population, d'une part, et de la stabilité de la religion, d'autre part, et encore de la stabilité de la royauté. Mais, et c'est là où ça commence déjà à être intéressant, c'est que malgré cette stabilité, disons, globale, il y a eu quand même beaucoup de heurts dans notre histoire. Hein, entre les invasions barbares à un moment donné, et puis le roi qui a été à un moment donné très affaibli, Capet ne pouvait commander, ne pouvait régner, enfin exécuter, disons, les ordres qu'il voulait donner que dans le bassin parisien. Même s'il était roi de toute la France, il y avait l'autorité, surtout le royaume de France, effectivement, mais le pouvoir pas du tout. Et donc c'est déjà en soi un miracle que le roi de France ait réussi à réunifier, disons, la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, sachant que ça n'a jamais été un objectif en soi, c'était plutôt une récompense du ciel parce qu'il se comportait en bon chrétien. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous invite à regarder les thèses de Claude Gauvard qui explique comment le roi de France étend son pouvoir, non pas par la guerre, non pas par la violence, mais par l'octroi de la grâce. C'est vraiment le privilège du roi très chrétien de pouvoir étendre son pouvoir en octroyant la grâce. Et c'est en commençant à octroyer la grâce qu'il réaffirme le fait qu'il est bien le roi sur certains territoires
qui en pratique vivaient de façon complètement indépendante de ses volontés depuis des siècles. Je pense par exemple à la Bretagne, mais il y en a plein d'autres. Donc, être français, c'est quoi? On voit bien que c'est pas une question simplement d'où on est né et de quelle famille on est né. Ça compte, mais c'est pas suffisant. Parce que c'est toujours pareil. On revient à ce que ça veut dire nation d'un point de vue étymologique, c'est-à-dire être né. Être né, ça veut dire être né quelque part et à un certain moment, d'accord? Mais on ne naît pas pour rien. Du moment où l'on est, on a bien une fin. Bon, sur cette terre, n'importe qui peut déjà savoir que notre fin naturelle, c'est de mourir. Bon. Quand on est chrétien et qu'on croit à la révélation que Dieu a donnée, parce qu'il ne peut ni nous tromper ni se tromper, on sait que l'homme ne naît pas pour rien. Il naît pour le bonheur du ciel. D'où le fait que n'importe quel homme qui naît sur cette terre a vocation à aller au ciel et donc à appartenir, j'allais dire, à la nation chrétienne, enfin à l'Église, à la barque de Saint-Pierre. C'est pour ça que tout homme dans le monde, dès qu'il naît, a vocation à rentrer dans l'Église par le baptême qu'a fondé notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est possible du fait du mystère de la rédemption. Donc on voit déjà tout de suite que la première nation universelle et la seule nation universelle, c'est l'Église. Et que tout le monde a vocation à rentrer dans l'Église. Parce que il y a une fin commune à toute l'humanité. Mais là, on n'est pas en politique. Là, c'est la société religieuse par excellence. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les différentes nations qui existent sur la Terre? Ou plutôt les États, ou les royaumes. On remarquera tout d'abord, évidemment, qu'un pays, un État, un royaume, n'est pas forcément, on dit État-nation, pour ce qui est de la modernité, vous voyez. Le concept d'État-nation est absolument révolutionnaire et antinaturel, parce qu'il ne correspond pas à la réalité. La plupart des pays ne sont ni monoraciales, ni, j'allais dire, mono-étatiques quelque part. Tout pays qui fonctionne bien, du fait de l'histoire, déjà, il peut y avoir des choses. On peut avoir certaines homogénéités, par exemple, ethniques, ou pas. On peut avoir aussi une certaine homogénéité culturelle, ou pas. Par exemple, vous prenez l'Empire austro-hongrois, c'était un nombre incalculable de nations différentes, et qui étaient tous très contents d'avoir un seul roi. Et d'un point de vue purement institutionnel, c'était même pas forcément uni, parce que le roi en question, qu'on appelle l'empereur, en fait était roi de plusieurs royaumes, et chacun de ces royaumes était respecté dans sa particularité, dans la particularité de ses institutions, et voilà. Et ça, c'est la même chose qui se passe en Espagne. Donc, le roi d'Espagne n'était pas le roi d'Espagne, mais était le roi des Espagnes. Il était roi d'Aragon, roi de Castille, etc. Et il y avait donc plusieurs conseils, et puis les institutions étaient différentes, et puis même les règles de succession n'étaient pas forcément les mêmes. Chacun des royaumes avait des cortèses différentes, etc. On pourrait dire ça aussi pour la Russie. On pourrait se dire aussi ça pour la France. La France, d'Ancien Régime, était un ensemble de provinces qui ont chacun des coutumes très particulières, des institutions souvent particulières, certaines données par le roi, d'autres qui sont là dans l'histoire et qui sont reconnues par le roi, et que le roi respecte au point qu'il ne peut pas aller contre, si vous voulez. Un ensemble de langues, de traditions et de variétés culturelles qui est assez énorme. Si vous prenez un breton, un corse, un basque, un gascon, voire un alsacien, un flamand ou un picard, même aujourd'hui, malgré le rouleau compresseur de la République qui a fait en sorte que tout le monde parle la même langue, avec le même accent, qui regarde les mêmes journaux, la même télé,
et qui est complètement passé à la moulinette de l'école républicaine, même comme ça, on arrive quand même encore à bien sentir les différences. Ouais. Évidemment, qu'est-ce qui faisait le ferment de tout ça? Deux choses, la foi et le roi, historiquement parlant. Après, avec la déchirure protestante, la foi est restée le ferment, disons, fondamental du royaume de France, mais il ne pouvait plus suffire puisque les protestants ne s'y reconnaissaient plus. Donc la seule chose qui unissait tous les Français au-delà des différences religieuses, c'était le roi. Et on a l'expérience dans notre histoire d'avoir uni des frères ennemis grâce à la fidélité au roi. Donc là, peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Dans notre situation actuelle, nous avons évidemment un défi de taille avec cette histoire d'immigration, et puis d'une part, et de l'autre part, de perte complète de toute notre identité. Parce que, voilà, la facilité de certains, enfin certains voudraient croire que, ou aimeraient, parce que c'est plus simple, de croire que, par exemple, être français, c'est une race, par exemple, ou une langue, ou une culture qui souvent va se résumer finalement aux valeurs républicaines, et par exemple se faire être habillé, je sais pas moi, pour les femmes, être habillé de façon totalement vulgaire dans la rue. Bon, si par exemple c'est ça la culture française, non, moi je m'y reconnais absolument pas. Mais voilà, dans cette perte de repères, on aimerait simplifier les choses et mettre les gens dans des cases. Et donc par exemple dire que un immigré, parce qu'il est immigré, même si c'est depuis 4-5 générations, même si il est né en France, ce qui correspond d'ailleurs à une des définitions de nationalité, et même si il est là voilà, depuis des générations, etc., bah, il pourrait de façon substantielle ne jamais être français, par exemple. Donc là, tu te poses la question, c'est une vraie question, parce que est-ce qu'on peut devenir français? Voilà, hein, c'est tout simplement. Et oui, en fait, c'est ça la question. La réponse, c'est oui. Mais donc la question, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pas une question abstraite. C'est pas une question de mettre des gens dans des cases. C'est une question de réalité. Il y a des réalités qui ne changent pas. C'est-à-dire, on est quelque part et on est dans une famille. Et on est avec, j'allais dire, notre culture. Et cette culture-là, d'ailleurs, soit dit en passant, autrefois, elle changeait de famille en famille et dans chaque province. On avait peut-être... Parce que il faut bien imaginer que dans une autre époque, vous avez peut-être plus de distance, j'allais dire, entre un noble et un bourgeois, d'une même région. Ben, je sais pas, moi, en Béarn, par exemple, j'en sais rien comment c'était, c'est pas la question, mais voilà, que entre un Béarn, quelqu'un du Béarn et un Picard. Et quelqu'un de Picardie, je veux dire. Parce que, comme on disait, on n'est pas du même monde, vous voyez, et cette question de monde, ça existe, c'est pas n'importe quoi. Et peut-être que d'ailleurs, ce fait de monde, ça pouvait rapprocher des gens qui, a priori, pouvaient être très éloignés au départ. C'est pas pour rien que, par exemple, historiquement, si on reprend cet exemple, je sais pas, de la noblesse, la diplomatie était souvent le fait de gens qui étaient nobles, parce que en Europe, qui était le lieu historique où on a fait de la diplomatie, les grandes familles se mariaient entre elles, à travers toutes les nations, les États et les pays. Donc il y avait des relations familiales intenses, ou d'ailleurs au niveau de la famille royale aussi, ce qui créait cette sorte de grande famille européenne qui n'avait de sens que par les rois, les familles et les nobles qui se mariaient entre eux. Et de ce fait-là, ils avaient des codes aussi communs, et ce qui leur permettait de discuter pour faire la paix, éviter les conflits, etc., etc., etc. Oui. Donc, on voit bien que c'est un peu plus complexe que ce que veulent bien croire certains, et que les solutions qui sont simplistes, comme dire on va virer tout le monde, par exemple, sont en fait des solutions, je suis désolé de le dire, mais de barbares. Hein. C'est ce que faisaient les barbares, ou ce que faisaient les persécuteurs, par exemple, de chrétiens,
et qui ne veulent pas faire justice, mais qui veulent se débarrasser du problème comme l'ont fait les révolutionnaires, en exterminant les brigands, qui sont les Vendéens, ou tous les aristocrates, tous ceux qui n'étaient pas révolutionnaires. Donc au lieu de régler le problème en faisant justice, on le supprime, on le cancel, comme on dit. C'est ce que font, hein, on le sait très bien sur les réseaux sociaux, hein, certains. Voilà. Donc ça, c'est pas une solution. C'est pas une solution et elle est tout à fait injuste. Et même si on peut comprendre, enfin, je veux dire, je comprends très bien, voilà, toute cette sorte de pression anxiogène avec tous ces meurtres qui sont absolument scandaleux, avec des gens qui méritent de la mort par la justice, et etc., etc. Mais pour le coup, il faut faire attention de pas confondre les plans et de bien se rendre compte que c'est bien la cause première, et le roi le dit très bien dans plusieurs de ses discours, se trouve dans la République qui a créé la situation absolument horrible. Parce que pourquoi il se passe pourquoi il y a cette crise? Normalement, même, je veux dire, évidemment, cette immigration massive désordonne tout. Mais le désordre. Et, comme on disait à l'époque, même si j'aime pas trop ce terme-là, l'assimilation ne marche plus, ce qui est logique, puisque tout ce qui est république et révolution est absolument, comment dire, répulsif. Donc, si on veut assimiler les gens à ça, c'est normal qu'ils se révoltent et qu'ils viennent à haïr ce qui veut les assimiler. Euh, et à une époque, si il y a des gens qui étaient encore assimilés, c'était vraiment pas grâce à la République, mais c'était parce que la France était encore très vivante, très vivace, qu'il y avait plein de Français qui étaient bien chrétiens, bien charitables, et que les gens, en voyant tout ça, étaient, je veux dire, les immigrés, les étrangers, tout ça, en voyant tout ça, avaient envie de devenir comme ces bons chrétiens, comme ces bons charitables, sauf que le grand drame de tout ça, c'est que on n'a pas voulu les convertir, qu'on cachait la raison profonde de ce qui faisait la beauté de la France, qui était notre foi. Et quand la foi est en train de se déliter, tout ça c'est fini. Et donc, par définition, il arrive ce qui arrive maintenant. Donc, cette sorte de haine multiforme contre quelque chose qui est haïssable, qui s'appelle la République d'ailleurs, et toutes les valeurs républicaines, et en gommant tout ce qui est français. Voilà. Mais donc, tout ça, on l'a dit. Bon, alors c'est quoi être français? Et là, ça devient important. C'est quoi être français? C'est quoi être français? Qu'on ait des racines anciennes ou pas, qu'on soit Mohamed ou Christian, si aujourd'hui je vis en France depuis un certain temps, longtemps ou pas longtemps, et que j'ai envie d'être français, ça veut dire quoi? Parce que, en fait, tous ceux qui sont dans l'immigration, par exemple, et qui peuvent être sous la loi des caïds, sous la terreur des caïds de leur quartier, qui pour vivre vont dealer, qui n'ont jamais vu la possibilité d'être sauvés de cette sorte de terreur interne par des gens qui feraient la justice à l'extérieur, qui ne savent pas ce que c'est qu'un Saint-Louis en fait. Parce qu'il n'y a plus de Saint-Louis aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus ces justiciers. Et même celui qui commence à arriver à sortir de ces ghettos de la République qui ont un autre droit, qui applique la charia ou autre chose, n'applique plus notre droit. Et peut-être d'ailleurs tant mieux pour eux, parce que vu comment le droit républicain aujourd'hui a tout défait, a tout détruit, en commencer par la famille, etc., on peut se poser la question et qu'il d'ailleurs n'est plus appliqué, sauf quand c'est plus pour punir, pour le coup, des Français qui essaient d'être Français, on peut se poser la question. Et donc, comment être français pour ces gens-là, et comment être français pour ceux qui, visiblement, sont français de famille, quoi. Ils sont là depuis 1000 ans, 1500 ans, mais qui n'ont plus aucune idée de l'histoire de France, qui n'ont plus de racines ancrées localement, qui n'ont plus les référents de la culture française, parce qu'on n'apprend plus rien, qui n'ont plus la foi, qui n'ont plus leur église, qui n'ont plus leur paroisse, qui n'ont plus de famille, etc., etc. Comment c'est être français pour eux aussi? On peut se dire, c'est compliqué. En fait, il y a une solution. Parce qu'il y a deux choses, en fait. On revient à ce que c'est que la nation. C'est être né, et comme je disais, quand on est, c'est pour une mission. C'est pour une fin. Et il y a la fin universelle de tous les hommes, donc avec la société universelle qui est l'Église catholique, donc notre salut.
Mais il y a d'autres fins. Il y a des fins, j'allais dire, subordonnées. Et il y a la fin politique. Et les pays, les États, la cité, pour le dire de façon classique, avec un mot qui est bien qui a du passif, dont on ne peut pas trop changer le nom, la civitas des Grecs, enfin la police des Grecs, la civitas des Latins. Euh, ces cités-là existent pour remplir une mission particulière. Bon, la première mission qui est commune à chacun de ces pays, mais qui s'applique à des gens différents, c'est, comme je le disais à un moment donné plus tôt, c'est obtenir le bonheur, donc c'est-à-dire une vie vertueuse, de ses citoyens, ou de ses sujets, comme on veut. Sauf que chaque pays s'occupe de sa population et pas des populations à côté, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Donc, déjà, juste ça suffirait à distinguer les différentes nations. Mais qu'est-ce qui fait, vous savez, donc ce côté, pas simplement que toute nation serait donc pareille, mais où chaque nation a ce cachet différent. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, hein, vous savez qu'au Moyen-Âge, quand on parlait des quatre nations à Paris, c'était les Picards, je sais plus quoi, les Bretons, enfin c'était des gens qui étaient de différentes régions de France. On les appelait les nations. Hein, c'est pour dire que c'est des gens qui étaient nés là, ici, là-bas et ici. Et tous étaient français, venaient à Paris pour étudier à la Sorbonne, etc. Il n'y avait pas de contradiction, aucune contradiction. Donc on peut être très bien né, par exemple, arabe, et être français, si on veut bien œuvrer pour la fin du pays particulier qu'est la France. Et c'est quoi la fin de la France? Bon, donc c'est œuvrer pour le bien commun. Alors ça, c'est la première chose de base. C'est-à-dire, évidemment, pas faire de crimes, mais œuvrer pour le bien commun de l'endroit où on vit. Bon, ça commence par sa famille, ça commence par son village, faire sa paroisse, si on est chrétien, sa province, son pays. Mais c'est aussi, et pour la France, c'est très clair, on a beaucoup de chance, c'est la mission providentielle de la France. Bon, dire ça à un musulman, il va pas comprendre peut-être. Mais ce qu'il peut comprendre très bien, et c'est là où ça change tout, c'est que c'est pas abstrait, c'est concret et c'est pragmatique. C'est-à-dire que fondamentalement, pour être français, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement être fidèle au roi de France. Comme on le disait, un pays n'est pas abstrait. C'est quelque chose de concret avec des gens. La France n'existe au fond, je sais que ça peut choquer certains, mais je vais le dire quand même, n'existe au fond que par le roi de France et sa famille, et ce qu'il représente, et la mission que lui a donnée Dieu au moment du baptême de Clovis, et toute cette histoire cumulée, hein, et ces lois qui sont inscrites dans sa naissance, des lois fondamentales, qui fait que la France pourra continuer longtemps. Soit dit en passant, la France n'est pas éternelle. Hein. Tous les empires se détruisent. Si la France éternelle existe, c'est peut-être que dans le certain sens très étroit, que au ciel, on aura beaucoup de saints qui auront été français, et comme au ciel on ne devient pas des sortes... notre histoire n'est pas effacée, on reste avec notre personnalité, avec notre existence distincte et tout ça, même si tout ça sera très secondaire par rapport à la vision béatifique, et que finalement tout le monde s'en fichera, ou plutôt tout le monde admirera toutes ces variations qui parlent de la gloire de Dieu, mais sans que ça jamais, sans que ça puisse susciter ni envie, ni jalousie, ni division, ni guerre, comme malheureusement ça se passe sur cette terre trop souvent. Au lieu d'être content de ce que ont les autres, souvent on les envie, et ça crée toutes les choses, et puis ça crée toutes ces idéologies anti-naturelles, comme le communisme, etc. Et machin. Bon, peu importe. Mais si la France était réalisée, c'est peut-être dans le fait que au ciel, il y aura des Français, et que ces Français, avec des rois, au moins le roi Saint-Louis, au moins on en est sûr, mais quelques autres aussi, à n'en pas douter, il y aura donc cette sorte de communauté un peu plus particulière entre les saints du ciel qui auraient été français. Pourquoi? Autour du roi et autour de la mission qu'ils ont accomplie ensemble et qui ont été là. Je ferme la parenthèse. Mais donc, vous l'aurez compris, c'est très concret. Qu'est-ce que c'est qu'être français fondamentalement? C'est être fidèle au roi de France et suivre le roi de France.
Et pour être tout à fait, j'allais dire même extrême, ça va pas être juste une langue, ça va pas être juste un endroit, ça va pas être toutes les particularités qu'on pourrait trouver pour définir la France ne suffisent pas à définir la France. Ça peut disparaître. Certains ont déjà disparu. Un certain nombre d'institutions ont disparu. Etc., etc., etc. Non, la seule chose, c'est les relations personnelles qui font qu'un pays vit. Et ça, c'est clair que ça ne peut passer que par le roi de France. Et un roi de France qui est roi de France. Qui est roi de France élu par Dieu parce qu'on sait qu'il sait, parce qu'il est né comme ça. Parce qu'il est né comme l'aîné des Bourbons, d'un mariage légitime catholique. Et il ne peut pas ne pas être roi. Et il ne peut pas arrêter d'être roi. Même s'il le voudrait bien peut-être. Il ne le veut pas d'ailleurs. Il assume. C'est un grand bonheur. Mais c'est pas du tout évident. Et donc, de façon tout à fait simple, la fidélité au roi de France suffit à faire de quelqu'un un bon Français. Puisque par définition, s'il est fidèle au roi de France, eh ben, il va d'une part œuvrer au bien commun, parce que c'est le rôle du roi, hein, très simplement, et aussi, d'autre part, contribuer d'une façon au moins indirecte à la mission providentielle de la France, puisque le roi très chrétien ne pourrait pas faire une politique contre le Christ, ou s'il le fait, eh ben, la France ne durera pas du tout longtemps. Donc, en fait, l'être français, et c'est la conclusion, et je vais m'arrêter là, c'est bien, c'est bien être fidèle au roi de France. Et montrer cette fidélité dans les œuvres que l'on fait, donc en œuvrant au bien commun, en aimant la justice, la vérité, la charité. Et là, on voit très bien que s'il y a une solution pas trop violente à la situation terrible dans laquelle la France est plongée à l'heure actuelle, elle ne peut que se retrouver, elle ne peut que se trouver dans la restauration qui passe avant tout par effectivement que le roi vienne sur le trône, mais surtout bien comprendre que c'est pas une histoire de coup d'État ou que c'est pas une histoire de garder la même carapace républicaine pour refaire plus de républicanisme sous un couvert royal, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est revenir aux valeurs traditionnelles et être fidèle au roi et l'incarner. Et ça, on peut le faire tout de suite. Et ça, tout le monde peut le faire. Et ça, n'importe qui est né en France, qu'il soit immigré ou pas, musulman ou pas, noir, beurre, tout ce que vous voulez, peut le faire. Et toutes ces histoires d'inclusion débile, des trucs qu'on a vus dans les années 1998 de la nation multicouleur ou je sais pas quoi, en attendant qu'on est au pied du roi, on peut tous s'entendre pour le servir. Quand on aime son chef, on passe au-dessus de nos petits différends entre nous. Et typiquement, la fidélité peut se retrouver dans bien des endroits, et c'est la seule solution réaliste pour éviter le pire dans notre pays. Voilà, j'espère que cette petite conférence vous a plu, et donc je vous dis à une prochaine fois pour qu'on parle du prochain sujet. Merci.